On va passer à la troisième communication de l'après-midi, avant une petite pause, présentée par Julie Charmoyot. Voilà, alors c'est une communication un peu particulière que je vous propose, puisqu'il s'agit de vous faire partager l'état de ma réflexion sur un travail en cours, sur l'ensilage. C'est une sorte de work in progress. Du coup, mon plan ne sera pas forcément très académique. Alors, si on commence par le début, l'ensilage est un mode de stockage souterrain, généralement pour les céréales, qui est attesté dès le néolithique et qui perdure de manière ponctuelle jusqu'à des périodes récentes. Pour la période qui m'intéresse, le Moyen-Âge, les aires de stockage deviennent plus présentes au sein des habitats à partir des 6e et 7e siècles et se développent surtout véritablement en nombre et en contenance à partir du 9e. Ce phénomène a été observé partout, dans toutes les régions, du moins en France, où des études ont été réalisées. Pour l'Auvergne, nos premières conclusions montrent que ce phénomène se raréfie au XIIIe siècle, il disparaît totalement au XIVe, et on a un développement de ce procédé de stockage au cours de la période carolingienne qu'on appelle longue, c'est-à-dire 9e, 11e, voire 12e. L'ensilage, c'est une forme de stockage des récoltes parmi d'autres, une étape dans la gestion de la production parmi d'autres. Les autres formes de stockage de la production sont connues, en grenier, en grange, en meule, dans des céramiques, dans des coffres, etc. Mais on peine à identifier archéologiquement les traces qu'ont pu laisser ces structures. Alors, l'ensilage n'est pas non plus un phénomène autonome et déconnecté de l'organisation agraire des campagnes, mais il s'avère que c'est le plus visible, celui qui a laissé le plus de traces archéologiques. Donc, pour nous, c'est le principal angle d'approche de la production céréalière et de sa gestion. Alors, le problème, c'est que malgré ou à cause de sa fréquence et de sa bénignité, puisqu'on trouve des silos sur presque tous les sites ruraux, ils sont souvent échantillonnés, on les fouille pas tous, et puis on les fouille pas complètement. Donc, on se heurte à des difficultés méthodologiques qui nous empêchent de construire un discours scientifique sur le mode de gestion de ces productions. Alors, dans le cadre d'un projet de recherche collectif qui a été publié fin 2019, on a travaillé sur la question de la production agricole et notamment sur l'ensilage à l'échelle de l'Auvergne. Sur un corpus au final très limité, puisqu'on a travaillé seulement sur 7 sites qui possédaient des données suffisamment consolidées pour être exploités. Ils sont tous situés en Limagne, à l'exception du site de la Générie qui se trouve en Sologne bourbonnaise. Alors, le plus ancien date de la période mérovingienne et les plus tardives du XIIIe siècle. Alors, pour éviter qu'on me pose la question, je précise que les souterrains qui abritent des silos n'ont pas été pris en compte dans cette étude, ni dans cette communication, parce que c'est des sites qui ont été découverts anciennement, mal documentés, et c'est un dossier vraiment à part entière qu'il faudra rouvrir, mais bon, pour l'instant, il est en suspens. Alors, pour revenir à nos résultats, et avec toutes les précautions d'usage compte tenu de la faiblesse numérique de nos données, je vous livre l'état de cette réflexion à l'issue de ce travail. Alors, sur la forme des silos. Je ne sais pas si c'est ça. Bon. Ça, c'est le corpus sur lequel on a travaillé dans le cadre de la publi. Et sur la forme des silos, on rencontre essentiellement 3 types. La forme en tronc de cône, le plat, le globulaire, qui correspond sur la diapo au type 5, 6, 3, 4 et 2 de la typologie qui est utilisée par François Gentil en Île-de-France. Alors, pour l'instant, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Pour l'instant, la forme des silos n'est pas un critère signifiant. Partout, dans tous les sédiments, sur toute la période concernée, on trouve des types de formes similaires, sans pouvoir faire de corrélation entre la taille et la forme. La forme et le sédiment, la forme et la chronologie, la forme et la répartition spatiale. Concernant les contenances, on a essayé de restituer les profils quand c'était possible pour calculer au mieux les volumes et on arrive à des contenances similaires à ce qu'on trouve dans d'autres régions avec une nette évolution de la taille et de la contenance des fosses durant la période concernée. C'est-à-dire qu'on a des petits silos d'à peu près
0,5 m3 durant la période mérovingienne, et puis des silos autour d'1 m3 durant la période carolingienne, et puis des grands silos de plus de 2 m3 au XIIIe siècle. Alors, il nous manque peut-être une donnée essentielle, c'est celle du contenu. Une forme correspond peut-être à un type de denrée particulier, mais aujourd'hui, on a tellement peu d'exemples de silos conservés avec le contenu d'origine qu'on est incapable de produire un discours pertinent sur la typologie. Alors, dans l'attente d'une avancée de nos connaissances, on doit se contenter de continuer à documenter les formes, les volumes, leur comblement, mais sans en faire, en tout cas en ce qui me concerne, un sujet d'étude à part entière. L'analyse des carporestes issus des comblements montre qu'on a une production céréalière où domine le blé amidonnier, l'orge vêtue et le seigle, alors que le froment est quasi absent des sites étudiés. Un des premiers enseignements de nos observations, toutes périodes confondues, et quand je dis toutes périodes confondues, c'est entre le 7e et le 13e siècle, c'est que ces aires d'ensilage sont systématiquement liées à de l'habitat et montrent une organisation rationnelle de l'espace avec des zones de vide qui peuvent être dédiées au traitement des récoltes, à d'autres activités agropastorales, ou des espaces laissés en réserve, etc. La majorité des silos étudiés a bénéficié d'un apport massif de sédiments, ce qui suggère que leur comblement a été rapide, organisé. On a également observé des réparations qui relèvent un soin prodigué à l'entretien de ces structures tout au long de leur durée d'utilisation. On perçoit également un souci de mettre à l'abri, de protéger les silos, d'abord par le simple fait de les implanter à proximité immédiate des habitats, où ils peuvent bénéficier d'une surveillance constante, parfois en les insérant à l'intérieur d'espaces protégés, comme on avait sur le site de Beaumont, par des murets, ou à Croix-de-Néra, ou avec des fossés. Il y a pu y avoir des systèmes de clôture aussi, mais bon, pour l'instant, on n'a pas véritablement de traces. Alors, pour cette présentation, j'ai repris un peu les données concernant le département de l'Allier, en repartant de la carte archéologique, sur une nouvelle interrogation qui m'a donné 73 entités archéologiques pour l'ensemble de l'Auvergne. 48 concernent le Puy-de-Dôme, 20 l'Allier, et puis 5 pour les 2 autres départements. Pour l'Allier, sur ces 20 entités archéologiques, j'en ai éliminé 7. Bressol, Souvigny, Cogny-à-Lyon, Montluçon, Molles, Chevagne, le Maillet de Montagne, parce que les références étaient soit fausses, comme pour Molles, soit la fiabilité de la source était trop faible, etc. Enfin, il n'y avait pas de vrai et faux, etc. Sur ces 13 sites, 7 sont des opérations de diagnostic, 5 sont des fouilles et on a une opération de sauvetage. Les emprises explorées sont faibles. Il y a un seul site qui dépasse 10 000 m², c'est sous Briaille. Et aucun site du corpus n'a été appréhendé dans son ensemble. Tout se développe à l'extérieur des emprises explorées. Alors, on a peu de silos fouillés et même repérés. En fait, on a un corpus faible, mais avec un nombre de silos faibles aussi. On a 10 sites pour lesquels on a moins de 5 silos. On en a un seul qui en comporte plus de 10, c'est la Palisse. Et puis un seul où il y en a plus de 30, c'est à la Générie à Chassenard. Sur la chronologie, on a 3 sites qui sont datés de manière imprécise du Moyen-Âge. On a 7 qui appartiennent à la période 9-12 et 3 à l'intervalle 12-13. Alors, compte tenu de l'imprécision des données disponibles, il est difficile de caractériser les occupations où on rencontre ces silos. D'une manière un peu schématique, on peut estimer que l'essentiel de ces sites, 9 sur 13, correspondent à des établissements agricoles, 4 de manière certaine puisqu'ils réunissent un certain nombre d'équipements caractéristiques, comme les bâtiments techniques, l'habitat, ou éventuellement de l'outillage agricole, et évidemment les structures de stockage. 5 sont moins assurés car les emprises sont trop limitées. Et puis on a 2 sites qui sont liés à un établissement religieux ou castral, Brouvernay ou Domérat. On a 2 autres sites qui sont impossibles à caractériser parce que les données sont trop lacunaires. Sur ces 9 établissements agricoles avérés ou supposés, la question du statut de ceux-ci, évidemment, est dans l'état de notre documentation difficile à traiter.
Le site de Saint-Prix, fouillé par Sophie Liégard, et celui de Trévol, fouillé par Michel Bois, sont peut-être des établissements élitaires. Saint-Prix en raison du mobilier, et puis Trévol, dans les sources historiques, on a une mention de condamine, c'est-à-dire une réserve seigneuriale. Ce bref état des lieux sur les données disponibles dans le département d'un point de vue quantitatif et qualitatif m'a pas semblé inutile parce qu'il permet de bien prendre la mesure des lacunes documentaires concernant ces établissements. Et à ce stade, malgré tout, il m'a semblé intéressant de comparer quand même nos données avec celles d'autres régions pour tenter de voir si on a des schémas d'organisation ou d'évolution qui pouvaient être repérés. Alors, on dispose d'un certain nombre, je ne sais pas si j'ai une diapo. Non. On dispose d'un certain nombre de travaux de synthèse sur l'ensilage dans toute la France, plus ou moins avancés, et qui reposent sur des corpus plus ou moins importants. Alors, je ne peux pas vous parler de tous ces travaux maintenant, donc on va se limiter au nord, au sud. J'ai repris les données d'Edith Petroman qui a brassé le plus de données sur toute la partie septentrionale de la Gaule. Et l'élément le plus notable dans ces données, c'est qu'elle parvient à périodiser les occupations, ce qu'on n'arrive pas du tout à faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans le sud non plus, et peut donc proposer une évolution dans les pratiques et l'organisation du stockage. Pour les 6e, 7e, elle se base sur 160 sites. Alors, aucun site, quelle que soit la superficie explorée, ne comprend plus d'une trentaine de silos. Ils sont en général à proximité des bâtiments ou des cabanes excavées. Et bon, sur le volume de stockage, je passe parce que c'est assez difficile à estimer pour cette période. Il y a des greniers, mais en moindre quantité. Ils représentent 7,5% du corpus. Là, l'interprétation qu'elle en fait, c'est qu'on est essentiellement sur un système de stockage privatif, vraisemblablement à l'usage familial. Pour les 7e, 8e, son corpus est basé sur 96 sites et le nombre de silos, quelle que soit la superficie de l'établissement, ne dépasse pas 40. Mais à ce moment-là, on commence quand même à voir apparaître une organisation en batterie qui forme parfois des aires distinctes des secteurs bâtis. Sur les volumes, on a des silos qui sont compris entre 0,5 et 1,40 m3. Le stockage en grenier est très peu identifié à cette période. L'interprétation qu'il en donne, c'est qu'on a la coexistence d'un mode de stockage privatif, comme à la période précédente, et un mode de stockage un peu différent, dont la nature privative ou collective nous échappe un peu. Alors, pour les 9e, 12e, le corpus est beaucoup plus important puisqu'il se base sur 260 silos. Et à partir du 9e, certains établissements se singularisent. Alors, j'ai une diapo d'un site bien connu de Villiers-le-Sec. On ne voit pas grand-chose. Donc, il y a des établissements comme Distré, en Maine-et-Loire. Sur un hectare fouillé, il y a 150 silos. Villiers-le-Sec, sur 9 hectares, 200 silos. Et puis, les silos sont surtout de grande capacité. Ils sont supérieurs à 2 mètres cubes. Dans certains cas, les aires d'ensilage sont situées au sein de zones d'activité spécifiques, en périphérie de la partie résidentielle. Ça, c'est une nouveauté de cette période-là aussi. Et le stockage en grenier est mieux attesté sur plus de 13% des sites. Voilà, à ce moment-là, on commence à interpréter, on commence à penser que cette centralisation d'une partie ou de la totalité de la récolte implique des changements nous montre des changements dans les modalités de production et de conservation de manière assez nette. Pour le sud de la France, on passe dans le sud. Donc il y a une synthèse qui a été faite par Michel Bois et Laurent Schneider, issue justement des données des fouilles du TGV Méditerranée, donc entre 1994 et 1998, qui concerne 300 km de tracé dans la moyenne vallée du Rhône. Alors, comme pour le nord de la Gaule, l'ensilage existe à la période mérovingienne, mais explose vraiment à partir du IXe siècle et se généralise au siècle suivant sur des sites qui sont par ailleurs dans le sud souvent occupés sur une longue période. On constate ce phénomène d'accroissement du nombre de silos à partir du Xe et les auteurs s'interrogent sur la place occupée sur ces aires sur le territoire agricole parce que les sites ne présentent pas de traces d'habitat et semblent toujours se situer en marge et en limite de culture.
Alors, depuis la publication de cette première synthèse, d'autres sites avec d'importantes zones de stockage ont été fouillés. On peut citer notamment le site de l'Allemand à Moguio, le site de Missignac, que je vous présente sur la diapo, là, qui a été exploré. Tous ces sites ont été explorés sur des grandes surfaces, à proximité de l'habitat, mais toujours déconnectés. Alors, à Moguio, ce qui est vraiment très intéressant, et on le rencontre sur plein d'autres sites dans le sud, l'occupation des 7 neuvièmes, qui correspond, c'est ce que vous avez à l'écran, ouais, correspond à un établissement avec des bâtiments, des petites aires d'ensilage qui sont organisées au sein de parcelles fossoyées. Et à la fin du 9e, on a une densification. Voilà. On observe une densification des silos. On en a 160 sur 2070 m². Mais surtout, c'est qu'on a une aire d'ensilage qui est dédiée et complètement déconnectée de l'habitat. Alors, à Émargues, on a exactement la même chose. Et puis, à Taxo d'Aval, vers Argelès, j'ai une diapo aussi, je me suis un peu mélangée là. On a au 7e une vaste aire d'ensilage aussi qui se développe jusqu'au 9e. Et jusqu'au 11e, 12e, et ils s'installent contre le rempart médiéval. Voilà. Il y a plus de 1950 fosses qui ont été mises à jour, mais c'est une grande zone et qui est vraiment déconnectée de l'habitat et en limite directe du rempart et du village médiéval. Alors l'hypothèse qui est développée par les collègues du Sud est celle d'aires d'ensilage villageoises à vocation communautaire. Alors à partir du 9e, 10e, cette gestion communautaire expliquerait l'existence de ces grandes zones de stockage dédiées. L'aire, elle serait gérée collectivement, mais les silos seraient différenciés à l'intérieur de la zone et appartiendraient à des monstres ou à des familles différentes. Alors, toute la question est maintenant de tenter de comprendre si des modèles clairs se dégagent entre les différentes régions et à quel type d'organisation agraire et de rapport de production ils correspondent. La réflexion est à peine engagée, donc voilà, je vous livre d'une manière un peu en vrac ma réflexion là-dessus. Si on compare les modèles nord et sud que développent ces chercheuses, on constate que chacune apporte une réponse différente à une explication d'un même phénomène de concentration de la production qui débute au 9e et qui se termine au moins sous cette forme au 12e, 13e. Au regard des données, on peut faire ces remarques. Il y a plusieurs types de sites avec ensilage qui coexistent dans les deux cas, dans le nord et dans le sud, et qui continuent. Et à côté de ces grandes aires d'ensilage bien spécifiques, on a toujours des établissements plus modestes qui continuent de fonctionner. Donc ces grandes aires d'ensilage méridionales ne sont pas exclusives, elles nomment important de ces sites fouillés récemment, là où il y a une déconnexion totale entre l'habitat. C'est là-dessus qu'ils se focalisent actuellement et qui portent toute leur réflexion, mais en fait, il y a d'autres sites qui continuent à avoir des petites aires d'ensilage et à l'intérieur de l'habitat. Donc ça introduit peut-être un biais dans la lecture de ce phénomène. Une autre remarque concerne l'évolution du phénomène lui-même. Dans tous les cas, cette centralisation des récoltes, elle aboutit, sous des formes variées, à une domination seigneuriale complète sur les récoltes, les terres, les paysans, et donne lieu, in fine, à l'émergence d'une agriculture spéculative et à la monétarisation de l'économie et des échanges. Donc si on resserre un peu le propos sur notre région, on constate exactement le même phénomène avec une diversité de types d'établissements ruraux qui comprennent quelques dizaines de silos à quelques centaines et qui disparaissent au plus tard au XIIIe, au moment où les infrastructures de stockage de type grange ou halle au blé prennent le relais. Alors une des pistes de travail pourrait porter justement sur la temporalité du versement des redevances en nature pour savoir si les paysans sont obligés de conserver le grain un certain temps après la moisson pour économiser le stockage aux seigneurs. Ça pourrait expliquer que dans quelques cas, des communautés paysannes s'organisent collectivement pour assurer cette sécurité. Enfin, dernière remarque, l'ensilage, qui est un mode de stockage le plus utilisé durant le premier Moyen-Âge, n'apparaît pourtant jamais dans les sources écrites, ce qui explique pourquoi les historiens n'ont pas vraiment travaillé sur cette question. Donc il faudrait vraiment maintenant réussir à réinterroger les sources écrites pour replacer le phénomène de centralisation des récoltes qu'on observe archéologiquement dans son rapport historique au système économique. Car la céréaliculture est au cœur de l'économie rurale et s'insère dans une économie d'échange qui génère des profits et concentre l'ensemble des forces productives. C'est donc là où tout se joue. Merci.
Merci beaucoup. Et du coup, affaire à suivre alors. Ouais. Hâte de voir ce développement-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette communication ? Non, visiblement. Bon, et bien, du coup, nous allons nous octroyer une petite pause. Je vous invite à aller consulter les posters qui sont exposés dans l'entrée. Il y a également l'exposition du Conservatoire d'espaces naturels. Et puis, on se retrouve dans une petite demi-heure, si ça vous convient.